On a dit qu'on parlait des champs maintenant. Donc c'est clairement l'ingrédient qui nous manque, même si j'ai employé le mot de nombreuses fois parce que c'est difficile de parler d'électromagnétisme sans les champs, mais il faut voir comment c'est introduit. Alors la notion de champ est absolument capitale en physique et elle est parfois considérée comme quelque chose de problématique ou de compliqué, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui vient simplifier énormément d'un point de vue conceptuel la situation, mais au prix effectivement d'un effort d'abstraction supplémentaire, mais qui, quand on regarde bien les choses, en fait vient surtout résoudre des problèmes. Et le problème majeur que résout la notion de champ, c'est le problème de l'action à distance, dont j'ai déjà pas mal parlé. Vous avez un corps de masse M1 ici, un corps de masse M2 ici. Il s'attire. Donc je commence avec la gravitation. Évidemment, ce sera exactement la même chose avec la force de Coulomb, mais ces corps s'attirent. Mais si maintenant je mets, alors, je vais mettre M0 ici. J'ai M2 ici, j'ai un autre corps qui l'attire, j'ai un autre corps ici, M3, j'ai un autre corps ici, M4, voilà. Et quelle est la force qui s'exerce sur le corps, sur ce corps-là? Alors, M1 exerce une force gravitationnelle sur le corps ici, mon corps test, comme ça, voilà, avec une force, voilà. Ce corps-là exerce sur ce corps-là une autre force, qui est celle-là, un peu plus petite, parce que le corps est un peu plus loin, ok, mais par contre c'est une autre direction, clairement, d'accord. Ce corps-là, il est attiré, voilà, pas mal par là. Ce corps-là, il est attiré par là. Puis après, il y a aussi d'ailleurs ce corps-là qui est dans la même direction, mais beaucoup plus loin, alors qu'il attire beaucoup moins, mais dans la même direction, voilà. Donc, ce que dit Newton, c'est que deux corps s'attirent avec la fameuse loi donc, que je réécris une dernière fois, G M1, M2 sur R2, je ne mets pas la direction, mais voilà, vous savez, c'est attractif et c'est dans la direction du corps. Voici, je vais la mettre quand même. Alors, donc là, c'est sur la masse, sur le corps M0. Donc le corps 1 exerce une force que je vais appeler F1, qui vaut ça. Et là, je mets U1, 2. Voilà. U1, le vecteur dans la direction. Enfin, voilà. Oui, bon, bref. Ouais, bon, peu importe. Chaque corps exerce une force qui a sa propre intensité et sa propre direction. Question, quel est l'effet global sur le corps dont je parle? Quelle est la force qui s'exerce là-dessus? En fait, il n'y a pas la force, il y a les forces. Il y a autant de forces qu'il y a de corps. Et c'est pas du tout évident non plus. Alors vous savez, j'imagine, quelle est la force globale qui agit, c'est la somme des forces. C'est pas du tout évident, je vous fais remarquer au passage, que si vous avez deux forces qui s'exercent sur un corps, en fait, c'est comme s'il n'y en avait qu'une, qui est la somme des deux. C'est pas du tout évident. Et puis, c'est la somme des deux. Mais c'est quoi la somme des deux? C'est la somme des intensités? Ok, mais alors dans quelle direction? C'est la somme des directions? Mais qu'est-ce que ça veut dire, une somme de directions? Ça ne veut rien dire. Non, en fait, c'est la somme des vecteurs. C'est la somme... Et alors, comment on fait une somme de vecteurs? Alors, évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais si j'ai ce vecteur-là, je vais du vecteur A, du point A au point B. Ça, c'est un vecteur entre des points de l'espace. Donc, j'ai ce vecteur-là. Puis après, j'ai un autre vecteur, en fait, j'ai celui-là. Ce vecteur-là plus celui-là, vous le savez tous, c'est je prends ce vecteur-là, je le mets là,
Et en fait, ce vecteur-là plus celui-là, c'est ça plus ça, et ça plus ça, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là dans ce que j'ai dit là. Je prends deux vecteurs, il y en a un que je déplace en disant oui, mais c'est le même. Juste, je le déplace, mais je ne le change pas. Donc c'est la même direction, la même taille. Donc là, j'ai une intuition spatiale sous-jacente, justement précisément quelque chose que je ne peux pas du tout faire dans un espace court, ce genre de choses. Mais soit, sauf à introduire des notions, des structures supplémentaires, etc. Et par ailleurs, ça va dépendre du chemin suivi, etc. Donc, mais partons de notre intuition client. Donc, je veux ajouter deux vecteurs. Je prends l'un ici, je le déplace pour mettre le début à la fin de l'autre, le début de l'un à la fin de l'autre, et après, je dis, je prends le raccourci et j'y vais tout droit, et c'est ça l'addition des vecteurs. Alors, ça nous paraît tous complètement naturel, parce qu'on a appris ça au collège. Oui. C'est-à-dire que vous faites déjà la somme instantanée des deux, c'est déjà un problème. Alors, déjà, somme instantanée, et puis, effectivement, c'est une définition de la somme. Est-ce que je ne peux pas en faire d'autres? Déjà, et pourquoi ça devrait être une somme? Si c'est une somme, pourquoi c'est cette somme-là? Et effectivement, je suppose que tout ça est instantané, donc je prends la force. Enfin, et d'ailleurs, j'ai besoin que ce soit instantané parce que, par exemple, si ce corps-là se déplace et pas celui-là, donc ici, la force de celui-là va rester la même, mais la force exercée par celui-là, si je le déplace, ça va être une différente. Donc à un instant donné ici, quelle est la force exercée sur ce corps-là? Cette force-là, ok, qui n'a pas bougé, mais cette force-là, c'est là où on revient sur le problème de l'instantanéité. La force exercée par ce corps-là, je prends laquelle pour additionner à celle-là? Celle de avant, celle de après, celle de maintenant. Donc j'ai besoin d'une notion de maintenant. Mais pour l'instant, acceptons l'instantanéité. N'empêche que j'ai plusieurs forces qui s'exercent. Et ce que je dis, c'est que là, il y a une force qu'on appelle la force résultante. Et la force résultante, c'est la somme de toutes ces flèches avec la convention que c'est comme ça qu'on additionne les flèches. Alors, c'est assez remarquable. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ça marche. C'est-à-dire c'est effectivement comme ça que ça se passe. Et que, si je prends un autre type de force, je prends un ressort suspendu au plafond, un autre ressort suspendu au plafond, et que je mets un corps là, il y a une force qui le ramène par là, une force qui le ramène par là, un poids qui le ramène par là, et à l'équilibre, effectivement, la somme des trois forces fait bien zéro, il n'y a plus de force qui s'exerce sur la somme vectorielle comme ça. C'est-à-dire je peux vérifier qu'effectivement, dans la loi Newton, MA égale F, si j'ai deux sources de force, si j'ai des interactions multiples, ou 2, ou 3, ou 12, en fait, si je fais la somme vectorielle des forces, somme des FI, ça me donne bien l'accélération que je constate. C'est-à-dire que l'accélération causée par un ensemble de forces, c'est la somme vectorielle aussi des accélérations créées par chacune des forces. Il y a quelque chose de très, très, très profond là derrière. Pourquoi ? Pourquoi les forces pourraient interférer? Le fait d'en avoir une pourrait modifier le fait qu'on en a l'autre. Et puis, encore une fois, pourquoi elles s'ajoutent vectoriellement comme ça? C'est comme ça, mais une fois qu'on a dit c'est comme ça, on est un peu quand même frustré, je pense. Mais c'est comme ça. Et donc, le corps ici est sensible à la présence de tous les autres corps partout dans l'univers, puisque la force gravitationnelle a une portée infinie. Et ça, c'est quand même troublant, parce que, effectivement, comment ce corps-là peut-il savoir où se trouvent les autres corps? Comment ce corps-là sait qu'il y a un corps à telle distance, en plus? Il faut que sache dans quelle direction il est et à quelle distance il est, pour pouvoir... et c'est ça qui va déterminer la force ressentie. Alors, évidemment, quand je dis il doit savoir, c'est pas au sens où on sait quelque chose, mais c'est-à-dire que ce qui va arriver au corps
de masse M0 ici, ce qui va lui arriver dépend de ce qu'il y a là, 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 en fait partout, parce que ça dépend aussi du fait que là, il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose, ça l'attirerait aussi. Donc ça dépend de ce qu'il y a partout dans l'univers, avec la masse particulière qu'il y a, etc., etc. Et tout ça instantanément. Pour l'instant, je laisse de côté le problème du temps. Donc vous voyez qu'il y a un problème profond lié à cette action à distance. Sauf que voilà, il y a une façon absolument triviale de s'affranchir de cette action à distance. Donc j'ai F1 qui vaut ça. J'ai F2 qui vaut pareil avec la masse M2. Etc. J'ai tous les FI. Donc j'ai finalement... Donc si je dis que la force globale, c'est la somme de tous les F1, F2, F3, F4, etc., je vois que je peux l'écrire mathématiquement, ça fait moins G, j'ai la somme des moins G MI M0 sur RI carré, UI vectoriel, dans la direction I, voilà. Et là, je peux faire une remarque puissante, triviale mais puissante, puissante mais triviale, que ça, c'est égal à M0 fois la somme des moins G MI sur RI carré UI. C'est pas faux, M0, la force subie par ce corps-là est proportionnelle à sa masse. Toutes les forces sont proportionnelles à sa masse. Et donc la force globale est aussi proportionnelle à sa masse, et donc je peux écrire les choses comme ça. La force, finalement, est égale à M0 fois un truc. Le truc dépend de la position de toutes les masses dans l'univers, certes. Mais ce truc a une valeur particulière au point où se trouve le corps de masse M0. Ça, je le renote G. Et G, évidemment, dépend d'où on se trouve. Je vais noter R0, la position du corps de masse M0. Ça, c'est la position, le lieu. Enfin, ce vecteur R0, c'est le lieu où on se trouve dans l'espace. Eh bien, vous voyez que cette réécriture, qui est complètement évidente, je n'ai rien fait. J'ai dit qu'une chose était égale à elle-même. OK, super. Mais je constate que la force subie par un corps dépend en réalité d'une grandeur vectorielle présente en ce point-là. Que vaut cette grandeur vectorielle? Ah, ça dépend de où sont tous les corps partout dans l'univers. Mais il y a déjà un pas gigantesque qui a été fait. C'est que la masse, ici, on dit qu'elle réagit à la présence des corps partout dans l'univers. Non, elle réagit à la présence de à l'existence de ce vecteur en ce point-là, là où elle est. Donc, si on le reformule, si on reformule la loi de la gravitation, plutôt que de dire les corps s'attirent les uns les autres en raison inverse de carré de leur distance proportionnellement à leur masse, on peut dire chaque corps, du fait de sa masse, crée partout dans l'univers un champ gravitationnel, ce fameux petit G là, donc la masse M1 crée un champ, alors c'est une espèce de potentialité de force la masse influence l'espace de telle façon que si je mets un corps quelque part, hop, il y a une force qui se manifeste, la force de gravitation. Donc la masse crée un champ. Je vous dessine ce champ avec des petites flèches bleues. Voilà. Plus on est proche, plus le champ est intense. Plus on est loin, plus le champ est faible. Voilà. Et donc j'ai un champ
pour l'instant, j'emploie le mot, après on va en préciser. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je dis que la masse M1 crée partout dans l'univers des conditions telles que... Alors, les conditions telles, c'est ce qu'on appelle le champ. Des conditions telles que si un corps s'y trouve, à cet endroit-là précis, ou à celui-là, ou à celui-là, alors une force se manifeste qui vaut la masse du corps fois le champ en question. Vous voyez l'idée ? Donc en fait, la force de gravitation, c'est F égale M fois G, où G est appelé le champ gravitationnel. Alors, qu'est-ce que ça simplifie, ça? Conceptuellement, ça réalise plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est que un corps qui subit l'influence gravitationnelle des autres corps, décrit comme ça, en fait, ignore tout des autres corps. Tout ce que le corps dont on parle a à se soucier, si je puis dire, c'est de la valeur du champ gravitationnel là où il est. Que ce champ gravitationnel résulte de la présence des autres masses, de toutes les masses partout dans l'univers, est un détail complet pour lui. Ça ne change rien que le champ gravitationnel créé là où il se trouve ait été produit par telle ou telle masse distribuée comme ci ou comme ça, ou par une toute autre distribution, ça ne change rien. Si là où je suis, il y a une certaine valeur de ce champ gravitationnel, donc c'est une notion que j'introduis, mais si à l'endroit où je suis, il y a un certain champ gravitationnel G, donc qui a une direction et une intensité, alors je subis une force proportionnellement à ma masse, qui est M fois G. C'est-à-dire, je suis sensible au champ gravitationnel et non pas à la présence des masses. Ça change tout, parce que le champ gravitationnel, il est distribué partout. Il est partout. Donc il n'y a pas d'action à distance, c'est pas vrai. Quand je suis quelque part, je ne réagis pas à la présence du Soleil ailleurs. Je réagis à la présence du champ gravitationnel là où je suis. C'est fini, il n'y a plus d'action à distance. Donc on résout ce problème, alors au prix, évidemment, de l'introduction d'une grandeur dont on n'avait pas conscience auparavant, qui est ce champ gravitationnel. Qu'est-ce que c'est? Et donc, manifestement, c'est une caractéristique locale de l'espace, et le local est absolument crucial, c'est une caractéristique locale de chaque point de l'espace. En chaque point de l'espace, il y a quelque chose qui induit de la gravitation. Donc, alors on dit que c'est un champ. Champ, ça veut dire que ça remplit l'espace. C'est-à-dire qu'en chaque point, il y a un attribut particulier associé à ce champ. Donc en chaque point de l'espace, il y a un champ gravitationnel. Le mot permet d'en parler, mais prenons-le juste comme la désignation de ce quelque chose dont la nature n'est rien d'autre que ce qu'elle induit, c'est-à-dire, enfin, ce qu'il induit, ce quelque chose, donc ce champ en l'occurrence. Dire qu'il y a un certain champ gravitationnel en ce point-là, qui a cette direction-là et telle intensité, c'est dire que si je mets une masse M, elle va subir la force mg. Voilà. Et donc, quel est le champ gravitationnel créé par une masse donnée M1 dans l'univers? Ben, c'est ça. Voilà. Où qu'on se trouve, si R est la distance au point M1, voilà le champ gravitationnel. C'est-à-dire que la force, en fait, c'est vraiment un découpage de cette force qui était moins G, M1, M0 sur R2, U1. Ben, en fait, c'est M0 fois ce truc-là. Donc, j'isole la partie qui concerne la masse qui va subir la force,
Et si, si on met à ce point-là une masse 2 fois plus grande, la force sera 2 fois plus grande, mais le champ gravitationnel sera le même. Donc j'isole quelque chose qui ne dépend pas du tout du fait qu'on mette une masse là ou pas. Mais du coup, c'est partout, y compris où il n'y a pas de masse. Dans tout l'univers, si j'ai une masse M1 quelque part, dans tout l'univers, j'ai un certain champ que j'ai matérialisé par mes petites flèches bleues. Le champ est d'autant plus intense que je m'approche de la masse, parce que la force sera d'autant plus grande, proportionnellement à l'inverse du carré de la distance, etc. Et il est dirigé vers la masse, parce que si je pose une masse là, enfin vers la masse centrale, parce que si je pose une masse là, la force sera dirigée vers la masse. Voilà. Donc l'entièreté de la structure de l'interaction gravitationnelle est donnée par le champ gravitationnel créé par une masse donnée. Donc, vous voyez qu'on a transformé un problème non local en un problème local. C'est ça que fait le champ, au prix de l'introduction d'une grandeur qui, elle, doit avoir, localement, mais doit avoir une valeur partout. Et du coup, le fait que les forces s'ajoutent vectoriellement se traduit dans ce nouveau langage par le fait que les champs s'ajoutent vectoriellement localement. C'est-à-dire, en ce point-là, enfin, ou même en ce point-là, peu importe, pas besoin qu'il y ait une masse, en ce point-là, cette masse-là crée un certain champ, comme ça, cette masse-là crée un certain champ comme ça, cette masse-là crée un certain champ comme ça, celle-là crée un champ par là, et donc le champ ici, c'est la somme des champs créés par toutes les masses partout. Et ça réduit à néant le problème de simultanéité dont on parlait au début. Alors, simultanéité d'attraction. Oui, alors ça résout le problème, ça résout la moitié du problème, parce que la masse réagit simplement au champ qu'il y a là, maintenant. Donc de ce point de vue-là, ça résout le problème de la simultanéité. Je n'ai pas besoin de savoir où est la masse maintenant, ou à quelle distance et dans quelle direction est la masse dont je subis l'attraction maintenant. J'ai juste à me préoccuper de qu'est-ce qu'il y a là où je suis. Évidemment que mon mouvement ici va dépendre de ce qu'il y a là, ici. Donc, effectivement, on a résolu ça. Ce qu'on n'a pas résolu, c'est si cette masse se déplace, comment elle va le savoir? Donc, si cette masse se déplace, le champ doit se modifier partout dans l'univers. Et là, ça reste à nouveau instantané partout. Elle se déplace, elle modifie le champ partout dans l'univers. Donc on n'a pas résolu cette partie du problème. C'est vrai que la gravité qu'on a le jour avec le soleil en face, c'est très différente si le soleil est de l'autre côté, si on est la nuit de l'autre côté. Donc si le soleil est là et que la Terre... Quand on est là, on est un peu plus attiré par le soleil que quand on est là. Oui. Que quand c'est la nuit. Non, alors, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle les forces de marée. C'est pour ça que marée haute, marée basse, c'est le fait que cette partie-là de la Terre est plus attirée par le Soleil parce qu'il est un peu plus près que cette partie-là, qui fait que l'eau va de là à là. Et c'est le fait que cette partie-là est moins attirée aussi par le Soleil parce que c'est plus loin que cette partie-là, que la Terre est plus attirée que l'eau, donc ça fait un bourrelet comme ça. Et comme la Terre tourne dessous, eh ben, les marées se déplacent. Voilà. Donc oui, quand on est plus loin du Soleil, donc quand c'est la nuit, on subit une force gravitationnelle liée au Soleil plus faible. Elle est négligeable par rapport à la force, évidemment, gravitationnelle la force qu'on ressent, c'est causée par la Terre. Mais oui,
Et c'est ça, les marées, c'est ça. Dire à ma femme que je suis plus léger la nuit que... Oui, mais alors non, parce que non, parce que votre poids, c'est la Terre qui vous attire, et là... Par contre, si vous allez en montagne, vous êtes plus léger. Ça, oui. Vous avez la même masse, mais pas le même poids. Oui. Le mieux, c'est d'aller sur la Lune. Ou d'être en chute libre. Ça, quand on fera peut-être un peu de relativité générale, le mieux, si vous voulez n'avoir pas de poids, vous vous laissez tomber. Vous sautez par la fenêtre. Ne le faites pas. Vous sautez par la fenêtre, vous n'avez plus de gravité. C'est fini, la gravitation a disparu. Vous sautez par la fenêtre avec une craie dans la main et que vous lâchez la craie, elle flotte. Il n'y a plus de gravitation. Si vous êtes en chute libre, il n'y a pas de gravitation, c'est fini. Il n'y a plus de force gravitationnelle. Yes. Il reste des forces de marée, mais sinon vous avez annulé la gravitation. C'est le principe d'équivalence, c'est la méditation de ce fait-là qui a conduit Einstein à la relativité générale. Ça a l'air idiot comme ça, mais c'est... D'abord, un, c'est vrai, et deux, c'est profond. Si vous êtes en chute libre, il n'y a pas de gravitation. Localement. On y reviendra. Alors, donc, ce qui se passe effectivement, c'est que vous avez en chaque point une caractéristique qui a deux volets, un volet de direction et un volet d'intensité, de taille. Et donc, c'est le champ gravitationnel qu'on représente comme un vecteur qui a donc en chaque point une vitesse, une intensité et une direction. Et chaque corps se trouvant là où il se trouve se moque complètement de savoir où sont les masses dans l'univers. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel est le champ gravitationnel ici. Et donc, il se couple au champ gravitationnel par l'intermédiaire de sa masse. Si sa masse est 2 fois plus grande, il se couple 2 fois plus, il subit une force 2 fois plus grande. Mais du coup, on voit bien que le corps soit là ou pas, le champ gravitationnel, lui, il y est. Dès lors que vous avez une masse quelque part dans l'univers, elle crée un champ gravitationnel partout dans l'univers. Maintenant, s'il y a une modification de la position, eh bien, le champ va se réajuster partout dans l'univers par rapport à la nouvelle position. Et le truc, c'est que rien ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière, on ne le savait pas encore à l'époque. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que de proche en proche, le champ va s'ajuster. Et il va y avoir en quelque sorte des ondes de champ gravitationnel qui vont ajuster tout ça. Alors, je dis en quelque sorte, parce qu'en fait, oui, c'est ça, mais je vais d'abord revenir au champ électrique maintenant, parce que les ondes de champ électrique, on les connaît, c'est ça la lumière, enfin, les ondes électromagnétiques. Oui, vous venez de dire à l'instant, je place une masse quelque part, et il y a un champ gravitationnel. Ça veut dire aussi intrinsèquement, en tout point de l'univers, s'il n'y a pas un tout point d'univers où il n'y a pas de masse, il n'y a pas de champ gravitationnel. Si. Ah, si, il n'y a pas de masse du tout dans l'univers, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de masse du tout en un point. Ah oui. S'il n'y a aucune masse nulle part dans l'univers? Non. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, eh ben, il y a quand même un champ gravitationnel. Oui, parce que une masse, c'est ça. Parce que, donc, j'ai une masse ici. J'ai la Terre. Ici, il n'y a rien. Mais il y a quand même un champ. Parce que si je mets une masse là, elle va subir la force, mg. Donc, le champ, il est là. Simplement, s'il n'y a rien pour se coupler au champ, ben, il n'y a rien. Mais le champ est là. Voilà, c'est ça. Le champ est là, et ça, c'est vraiment important. Alors, découper la force gravitationnelle en isolant le corps qu'il a subi de ce qui pourrait caractériser l'espace, c'est quelque chose de faisable. Mathématiquement, c'est juste un truc, en quelque sorte. On pourrait se dire, ok, c'est juste une astuce. Et c'est vrai que ça permet quand même de se dire qu'on réagit à ce qu'il y a là et pas à ce qu'il y a ailleurs. C'est quand même nettement mieux. Mais on pourrait se dire, c'est juste un truc. Alors, ce qui nous permet de dire que ce n'est pas du tout juste un truc, c'est justement le champ électrique et le champ magnétique.
C'est-à-dire que de la même façon que la force gravitationnelle, c'est comme ça, peut être écrite en termes de la masse fois le champ, de la même façon, si vous avez une force électrique qu'une charge Q1 exerce sur la charge Q2 qui s'écrit donc, je vais laisser K, une certaine constante, peu importe, Q1, Q2 sur la distance au carré fois le vecteur unitaire. De la même façon, je peux réécrire ça comme étant Q2 fois K, Q1 sur R2, Q1,2. D'accord ? Juste... Et donc ça, c'est Q2 fois un certain champ, à l'endroit où on se trouve. Donc la force électrique subie par une charge, c'est exactement pareil. Quand tout à l'heure, là, mon bâton, il... Ah, vous avez vu, là, ça s'est déchargé. Vous avez vu? Je ne l'ai pas touché. Ça, c'est une découverte majeure d'astrophysique. Coulomb a noté ça. Coulomb a noté que quand on charge... Oh, tiens. J'ai fait mon truc là. Oh. Voilà. Coulomb a noté que quand on charge le truc, ça reste, enfin, ça se repousse parce que l'air n'est pas conducteur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je le touche, j'évacue les charges, mais l'air n'évacue pas les charges. Mais en fait, malgré tout, ça se décharge un peu. Et Coulomb a noté ça, et il le note, et il dit, je ne comprends pas, parce que j'ai bien vérifié, c'est bien isolé, je ne comprends pas. Un peu plus tard, Faraday note pareil. Ouais, moi aussi, c'est bizarre, ça se décharge tout seul au bout d'un moment. Ça, c'est lié aux rayons cosmiques. On en parlera une autre fois. Alors, je reviens ici. La charge qui subit l'influence d'une autre charge, une charge Q1, une charge Q2, en fait, ne subit pas l'influence d'une autre charge. Elle réagit à la présence du champ électrique là où elle se trouve. Ce champ électrique, ok, il a été produit par une charge ailleurs, d'accord, mais elle n'en sait rien, la charge ici. Elle ne peut pas, c'est à distance. Comment on pourrait savoir ce qu'il y a à distance? Non, elle sait ce qu'il y a là où elle est. C'est ça, l'innovation majeure du champ. Donc, en chaque point de l'espace, une charge donnée crée un champ électrique. En fait, un champ... Donc, je suppose, par exemple, ici que la charge Q1 est positive. Ça va créer un champ, comme ça, voilà, radial, puisque de toute façon, entre la charge et un point, il n'y a qu'une direction qui peut être privilégiée, c'est la direction qui les relie. Donc, ça reste vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc partout dans l'espace, il y a un champ électrique, qu'on note E, pour des raisons... Parce que E, c'est comme électrique, voilà. Et le champ magnétique, on note B comme je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, évidemment, plus on est loin, plus le champ est faible. Mais qu'à ça ne tienne, partout dans l'espace, il y a un certain champ. Et donc, vous pouvez tracer des lignes de champ simplement en prolongeant les... Voilà. Enfin, c'est quoi la définition d'une ligne de champ? Mathématiquement, c'est une ligne telle que le champ lui est tangent en chaque point. Donc là, si vous avez juste une charge quelque part, eh bien, les lignes de champ sont radiales, parce qu'en chaque point, le champ est radial. Donc voilà, on a une ligne de champ. Donc, la présence d'une charge quelque part induit partout dans l'univers un certain champ électrique, alors de moins en moins intense, puis on s'éloigne, en 1 sur R2, très bien, mais voilà, partout dans l'univers, il y a un certain champ électrique. Et maintenant, si j'arrive ici avec une certaine charge, je dis, ah, mais ici, il y a un champ électrique, hop, je subis la force F égale QE. Je réagis en fonction de ma charge. Si j'ai une charge 2 fois plus grande, je réagis 2 fois plus, parce que la charge électrique, en fait, ce n'est rien d'autre que le couplage, le coefficient de couplage entre le corps, qui a cette charge,
et le champ électrique. Si la charge est nulle, il ne se couple pas, et puis il n'y a pas de force, et puis très bien. Si la charge est négative, il se couple négativement, c'est-à-dire qu'il va dans l'autre sens. Et si la charge est positive, il subit une force. Dans tous les cas, il subit une force égale QE, que la charge Q soit positive, nulle ou négative. Cette formule est vraie universellement, bien sûr, puisque c'est la force de Coulomb qui est vraie universellement. Et là, à nouveau, si vous avez toute une distribution de charges, la force subie par une charge posée quelque part ne dépend pas de où sont les charges ailleurs, dépend du champ ici. Le champ ici dépend de ce que les charges sont ailleurs, mais une autre distribution de charges pourrait donner le même champ à cet endroit-là. Et ça ne changerait rien. Une charge à un endroit donné ne réagit qu'à la valeur du champ ici, et ce champ qu'il a été créé par telle ou telle distribution de charges ne change rien, on ne réagit qu'à ce qu'il y a localement. Donc c'est vraiment... la physique redevient locale grâce à ça. Simplement, la présence de ce champ... Alors, donc il y a ce champ. Alors, encore une fois, ce champ est-il un truc mathématique, une façon de s'apaiser l'esprit en disant non, mais en fait c'est local, etc. Ou est-ce que vraiment il y a quelque chose là présent? Et donc, les équations de Maxwell, les équations de l'électromagnétisme, sont des équations qui concernent le champ électrique et magnétique, les champs électriques et magnétiques. Donc il y a un lien entre le champ électrique et le champ magnétique. On a vu qu'il y avait un lien entre les phénomènes électriques et magnétiques avant, loi de Faraday, loi d'Ampère. Les équations de Maxwell font la synthèse complète de tous les phénomènes électriques et magnétiques en s'appuyant sur les champs, c'est-à-dire on prend très au sérieux la notion de champ. Ce n'est pas juste un intermédiaire mathématique, il y a vraiment un attribut de l'espace en chaque point qui permet de définir un champ électrique et un champ magnétique en ce point-là. Donc en chaque point, je vais noter E de R et B de R. Et les équations de l'électromagnétisme portent sur ces champs-là. En fait, les équations de l'électromagnétisme disent comment les variations du champ E et B sont reliées à la distribution de charge et à la distribution de champs électriques dans l'univers. Je vais peut-être écrire cette phrase-là, parce que c'est l'essence des équations de Maxwell, enfin la signification physique des équations de Maxwell. Donc, les équations de Maxwell indiquent comment les... je vais mettre les variations, ce sera les dérivés, mais donc les taux de variation, je vais dire. Les variations spatiales et temporelles, ça c'est important. Des champs E et B. Alors, pardon, E, c'est les champs électriques, et B, c'est le champ magnétique, on note B. Donc, ça a une intensité et ça a une direction. Les équations de Maxwell indiquent comment les variations spatiales et temporelles des champs E et B sont reliées à la distribution des charges électriques, ou des charges et des courants électriques. Pour ceux qui sont un peu mathématiciens, je peux les écrire, ces équations de Maxwell. Divergence de E, donc ça c'est un opérateur qui est formé à partir des dérivées spatiales du champ E.
c'est ρ sur epsilon 0 où ρ est la densité de charge électrique. Ça, c'est juste une constante. J'avais appelé perméabilité du vide. Vous vous rappelez une fois, enfin, on va penser à c'est un nom. Densité de charge électrique. Positif, négatif, nul, peu importe. Divergence de B. Donc ça aussi, c'est les dérivées spatiales du champ B nul. Ça, c'est lié au fait qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. Il n'y a pas de charge magnétique. Mais bon. Le rotationnel, c'est à nouveau des dérivées spatiales. Notre type de dérivée spatiale, en fait, ça, on appelle ça la divergence de E. Ça caractérise comment les lignes de champ divergent, en fait. Ou convergent, si c'est négatif, ça converge. Si c'est positif, ça diverge. Donc, par exemple, autour d'une charge positive, vous avez les lignes de champ, on l'a vu, qui sont comme ça, d'accord ? Une charge positive crée un champ comme ça divergent. Une charge négative va au contraire créer un champ convergent, parce que ça va attirer les charges positives, comme ça. Et donc vous voyez que la divergence du champ, en fait, localement, en chaque point de l'espace, la divergence, donc si vous voulez, la divergence au sens un peu intuitif des lignes de champ, sont égales à la densité de charge qu'il y a là. Si la densité de charge ici est négative, alors ça converge, les lignes de champ vont converger autour des charges négatives, elles vont diverger autour des charges positives. Donc ça, c'est une des lois constatées. Dans le cas du champ B, eh ben, en fait, nulle part les lignes de champ ni ne convergent, ni ne divergent. Elles convergeraient s'il y avait une charge positive, une charge magnétique positive, mais ça n'existe pas. Il n'y a que des dipôles, donc il y a autant de plus que de moins, il y a un pôle nord et un pôle sud, et donc il n'y a pas du tout ni de convergence ni de divergence. Donc c'est une propriété du champ B. Il n'y a pas... les lignes de champ peuvent être très compliquées. Si je mets 27 aimants distribués n'importe comment ici, il va y avoir des lignes de champ bizarres, mais à aucun endroit de l'espace, les lignes vont converger ou diverger. Elles peuvent tourner mais sans converger. Donc il va y avoir des configurations très complexes, mais c'est une loi fondamentale de la physique. C'est voilà, on va dire la deuxième loi de Maxwell. La divergence de ce champ est nulle partout. Bon, très bien. Ensuite, alors le rotationnel de E, ça décrit, avec les mains, comment les lignes de champ tournent autour d'un... comment les lignes de champ s'enroulent. Voilà. Localement, en chaque point, vous pouvez définir une quantité de rotation des lignes du système de lignes de champ, si vous voulez. Et alors, ce qu'on constate, c'est que... Donc ça, c'est la loi de Maxwell-Ampère. Donc ça, c'est... Quand je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'a découvert Ampère, c'est que quand le flux magnétique à travers une boucle de métal, par exemple, varie, si j'amène un aimant ou que je le retire, ça met les charges en mouvement, ça crée un courant induit. S'il y a des charges en mouvement, c'est qu'il y a un champ électrique qui les a mis en mouvement. Donc en fait, la variation du champ B crée un champ électrique. Et là, vous voyez qu'il apparaît quelque chose de crucial, il apparaît l'élément temps. La variation dans le temps du champ B induit une modification du champ électrique via son rotationnel. Et puis, le rotationnel de B, donc pareil, la rotation des lignes de champ magnétique, si on dit vite, c'est quelque chose qui est défini mathématiquement sans aucune difficulté. C'est les dérivées premières dans l'espace donc la dérivée dans une direction, dérivée dans l'autre, c'est des combinaisons de dérivées premières de l'espace du champ B. Bon, très bien. Donc vous voyez que, ne serait-ce que pour écrire ces équations, il faut prendre au sérieux le fait qu'il y a vraiment un champ là, et que sa dérivée, elle est reliée à la quantité de charge, elle est reliée, et comme on va le voir ici, à mu0, c'est aussi un autre nombre qui vaut ce qu'il vaut. Ça dépend des unités, sa valeur numérique, mais c'est une constante. Mu0, J, et J, ça c'est la densité de courant plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Alors, pour ceux qui
connaissent pas, ça c'est des dérivés, donc c'est le taux de variation par unité de temps. D'accord. Ok. Donc voilà, 4 équations, alors que dans une formulation relativiste dont on parlera peut-être la prochaine fois ou un peu plus tard, là, peuvent se combiner ensemble. Il y a des choses très profondes derrière dont on parlera, parce que la relativité est contenue là, en fait. Donc ça, c'est les équations de Maxwell, auxquelles parvient donc Maxwell, mais évidemment bénéficiant de tout le travail de Faraday, Ampère et tout, enfin tout le travail sur l'électromagnétisme au cours du 19e siècle. Alors, j'insiste sur la prouesse absolue que représente cette conquête de l'électromagnétisme. Donc ça faisait des milliers d'années qu'on connaissait l'électricité statique et le magnétisme. Formaliser ça, ça paraît complètement impossible. C'est tellement compliqué. Expliquer... Ouais, des phénomènes électriques, alors on attire des choses comme ça. Les aimants qui se repoussent, ça fait très bizarre hein, quand là, comme ça, ils se repoussent. J'avais commenté ça la dernière fois. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc là dans l'espace, mais pourtant il n'y a rien. Mais ils se repoussent. Et je sens le contour du champ là. J'y arrive pas, mais je le sens. Mais par contre, je peux mettre une feuille de papier à travers. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose. C'est le champ justement. C'est-à-dire qu'en ce point-là, il y a quelque chose qui fait que si j'amène une charge ou si j'amène un aimant, ça produit telle force. Donc, on voit qu'il y a une espèce de potentialité d'action qui est présente, mais pourtant, il n'y a rien. Et ben, il y a un champ. Et donc, je finis la phrase que j'ai commencée. J'insiste sur le fait qu'on a affaire à deux phénomènes complètement distincts. Très difficile à décrire parce qu'il y a des actions à distance, il y a des... Très, très compliqué. C'est une structure mathématique, enfin une structure physique en tout cas, qui ne nous parle pas immédiatement. En 1802, Volta présente sa pile, son invention magique. En 1802, Volta présente sa pile à l'Académie des sciences de Paris, si je ne m'abuse. Et 60 ans après, on a tout compris de l'électromagnétisme. 70 ans après, on a compris électricité, magnétisme, c'est relié. On a compris qu'il y a des charges électriques, que les charges électriques induisent des champs électriques. On a compris qu'il y avait des courants électriques, que les courants électriques induisent du champ magnétique. On a compris qu'une variation de champ magnétique, d'une façon ou d'une autre, crée un champ électrique, et on a su trouver exactement la loi. C'est très difficile de faire une loi plus simple que ça. La dérivée spatiale du champ E, combinée d'une façon rotationnelle, est égale à la variation du champ B. Point. C'est comment faire plus simple? Et là, c'est la divergence des lignes de champ E, c'est la densité de charge. Oubliez le epsilon 0, c'est juste un nombre. D'accord? La densité de charge, il suffit que je change l'unité des charges électriques et epsilon 0 vaut 1. Donc, la divergence des lignes de champ, c'est la densité de charge. Point. La divergence des lignes de champ B, c'est rien. Il n'y a pas, ça ne diverge pas, jamais. Point. La variation du champ B est liée aux dérivées spatiales du champ E. Alors, pour le champ B, il y a deux sources du champ B. En fait, pour le champ E, il y a deux sources du champ E. Donc ça, c'est les deux équations qui font intervenir E, ici, là, dans le membre de gauche. Il y a deux sources pour le champ E. Il y a la densité de charge. Donc si vous avez des charges quelque part, ça crée un champ E. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Ça, c'est même en électrostatique. C'est-à-dire, supposons qu'il n'y a rien qui dépende du temps. J'ai une certaine distribution de charge et de courant quelque part, partout, n'importe où dans l'univers. Si rien ne dépend du temps, les dérivées temporelles sont nulles. À ce moment-là, il y a une façon de créer du champ E, c'est d'avoir des charges électriques. Et il y a une façon de créer du champ B, c'est d'avoir un courant électrique. Si vous n'avez pas de courant, pas de charge, pas de champ E, pas de champ B. Mais en fait, il y a une deuxième façon de créer du champ E, c'est d'avoir une variation du champ B. Même si vous n'avez pas de charge, mais que le champ B varie,
vous allez avoir un champ E. Et c'est ça l'induction magnétique, c'est ça qu'on a découvert. Si le flux du champ B varie à travers un certain, il y a un champ électrique qui va pouvoir mettre en mouvement des charges. Et de même, pour créer du champ B, alors, on ne peut pas créer du champ B avec des charges, il n'y en a pas, mais on peut créer du champ B avec du courant électrique ou par une variation du champ E. Si le champ E varie, sa variation est reliée au rotationnel du champ B, donc vous avez forcément un champ B si le champ E varie. C'est remarquable. Alors, donc les équations de Maxwell indiquent comment les variations spatiales et temporelles des champs sont reliées à la distribution de charges et de courants électriques. Je devrais dire aussi, et aux variations des champs. Parce qu'on voit qu'il y a deux sources possibles pour le champ et aux variations des champs eux-mêmes. Et cet ajout-là est capital parce que c'est de là que viennent les ondes électromagnétiques et donc la lumière. Parce que vous pouvez être dans une situation où il n'y a pas de charge, pas de courant, vous êtes dans le vide. Alors le vide, il y a du champ, mais il n'y a pas de charge électrique et il n'y a pas de courant. Si je suis dans une région sans charge, sans courant, on pourrait se dire, donc il n'y a pas les sources du champ, puisque pour créer du champ E, il faut des charges, pour créer du champ B, il faut un courant. Sauf que pour créer du champ E, il suffit de faire varier le champ B, et pour créer le champ B, il suffit de faire varier le champ E. Oui, mais il faut déjà qu'il y ait du champ E pour qu'il puisse varier, etc. D'accord, donc il faut des charges. Oui, d'accord. Mais maintenant, la façon dont ces équations se combinent permet d'écrire très simplement une équation que je vais écrire là. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Si je prends... bon, je ne fais pas de mathématiques, aussi frustrant que ça puisse être. Je peux écrire... Voilà, si je dérive une fois de plus et que je remplace les trucs, ça prend 2 lignes à le faire, mais j'obtiens une équation qui est celle-ci, dans le vide, on va dire. Ça, ce sont les dérivés, ça s'appelle le Laplacien, c'est les dérivés secondes de l'espace, enfin spatial. C'est d2 sur dx2 du champ E, plus d2 sur pareil avec y et pareil avec z. Donc c'est l'équation la plus simple que vous puissiez imaginer. Ceci découle de ça, hein, ce n'est pas une équation en plus. Si ça c'est vrai, alors ça, et par ailleurs exactement la même équation avec le champ B. Pardon, B. Ça s'appelle l'équation d'onde. C'est l'équation la plus simple au monde, qui relie des dérivées spatiales aux dérivées temporelles. Et les solutions de ça, ce sont des ondes se propageant à la vitesse c. Alors, je n'ai pas dit ce que c'était que c, parce qu'il n'y a pas c là-dedans. Comment de là on peut tirer ça? Alors, en fait, donc, vous écrivez, vous prenez le rotationnel de la divergence, enfin plutôt la divergence du rotationnel. Pour les mathématiciens, vous verrez, ça prend 2 lignes. Et c ici, c'est 1 sur... racine de... enfin, je vais mettre au carré. C au carré, c'est 1 sur epsilon 0 mu 0. Donc je vous ai dit, ça c'est des nombres qui sont ce qu'ils sont. Ça dépend de nos choix d'unité. Et quand on combine ces équations vraiment en 2 lignes, on obtient ces équations d'onde là. Vous voyez que c'est la même équation, une avec le champ E, une avec le champ B.
Et cette équation est l'équation d'onde qui décrit comment se propagent des ondes, donc soit électriques, de champ électrique, soit de champ magnétique, à travers l'espace vide. Je n'ai pas besoin de charge. Alors si j'en ai, ça modifie un peu les choses. Et il apparaît ici une vitesse caractéristique de ces ondes qui vaut ce que ça vaut. Bon. Si on calcule numériquement, ça fait 300 000 km par seconde. Bon, très bien. C'est la vitesse de la lumière. Et évidemment, une fois qu'on voit que dans les équations de l'électromagnétisme, il y a des ondes qui se propagent et que ces ondes se propagent à une vitesse qu'on a mesurée par ailleurs quelques années avant et qu'on trouve la même valeur, on se dit c'est peut-être pas un hasard. Mais, alors, physiquement, oui, allez-y. La divergence, c'est un scalaire ou un vecteur? C'est un scalaire. J'ai mis? Sur la deuxième équation. Ah, merci, merci. Bien joué. C'est dEx sur dx plus dEy sur dy pour... En coordonnées cartésiennes, c'est ça. La définition de la divergence. Et ça représente vraiment intuitivement la divergence. Alors, pourquoi il y a des ondes contenues là-dedans? Et pourquoi il y a des ondes y compris dans le vide? Donc j'oublie les charges, j'oublie les courants. Parce que justement, une variation de B crée un champ E. Si le champ B varie, du coup il va y avoir un champ E. Mais du coup, le champ E va varier en réponse à la variation du champ B. Mais si le champ E varie, ça induit un champ B qui va varier, qui induit un champ E, qui va varier. Et c'est comme ça que se propagent les ondes. Comment se propagent les ondes sur une corde? Vous avez une corde tendue, puis vous faites comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous tirez vers le haut. Ah, ok, donc vous tirez le petit bout de corde ici. Mais après, il y a une tension, donc il y a une élasticité, elle a envie de revenir. Oui, mais elle était déjà montée, donc elle a entraîné cette partie-là. Et elle est ramenée, mais cette partie-là, elle entraîne la suivante. Et puis après, elle est ramenée. Et puis de proche en proche, vous avez une transmission dynamique qui fait qu'il y a une onde qui se propage. Eh bien, l'onde, elle est là dans le fait qu'une variation, si vous changez le champ électrique ici, ça va induire un champ magnétique qui va du coup varier et induire une variation du champ électrique. Et quand vous écrivez, je vous dis en deux lignes, vous tombez sur cette équation-là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez... Vous voyez, dans cette équation, il n'y a plus que le champ E. Et dans celle-là, il n'y a plus que le champ B. Prenons celle-là. Ici, la variation spatiale du champ E est liée à la variation temporelle du champ B. Oui, mais la variation temporelle du champ B, par celle-là, je peux la relier à la variation temporelle du champ E. Et donc finalement, j'ai une variation spatiale du champ E qui est liée à la variation temporelle du champ E. Et c'est ça une équation d'onde. C'est quand la variation dans le temps dépend de la variation dans l'espace, d'une façon telle que le pattern que vous avez ici, en un endroit, se reproduit ailleurs plus tard. Et c'est ça la propagation de l'onde. Et la vitesse de propagation de l'onde est contenue dans l'équation, elle est là. Et encore une fois, hein, vous faites, c'est vraiment, vous remplacez le B, pour les mathématiciens, vous remplacez le B là par celui-là, ou si vous voulez, vous prenez le rotationnel du rotationnel là. Du coup, vous allez avoir un rotationnel là. Et rotationnel de B, c'est ce truc-là. Vous le mettez là, et vous voyez que vous avez un rotationnel de E qui va être égal à la dérivée temporelle au carré de B. Et le rotationnel du rotationnel, c'est le Laplacien, moyennant une divergence qu'on peut annuler parce qu'il y a une invariance de jauge, je ne rentre pas dedans. Mais vraiment, quand je dis c'est deux lignes, c'est deux lignes. Ça implique ça, et ça, c'est une équation d'onde. Alors, le point clé, c'est que c'est une équation d'onde à une vitesse qui est déterminée, qui est écrite dans les lois de l'électromagnétisme, qui est la combinaison de ce facteur-là et de celui-là, donc de comment le champ E réagit aux charges et comment le champ B réagit au courant. Cette combinaison, elle vaut ce qu'elle vaut, et elle vaut ça.
Pour de vrai. Maintenant, c'est la définition de la seconde, ça. Enfin, des mètres, exactement. Donc, ceci est la vitesse de la lumière. Enfin, ceci est la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide. Et c'est donc fixé ça fait partie des lois de la physique. Les ondes électromagnétiques se propagent. Alors, donc, comme je vous disais, on avait par ailleurs mesuré la vitesse de la lumière. Et il se trouve que ça vaut ça, la vitesse de la lumière, quand on la mesure. Alors, on la mesure pas, à l'époque, on ne la mesurait pas avec une si grande précision. Mais quand même, ça ne peut pas être par hasard. Surtout que ce n'est pas de n'importe quelle vitesse, quand même. C'est une belle vitesse, déjà. On ne fera jamais mieux, d'ailleurs. A priori. Bon. Oui. On a dit que localement, on avait un champ gravitationnel qu'on devrait pouvoir calculer si vous laissez tomber la balle. Ouais. Comment est-ce qu'on fait si on veut calculer là, localement le champ électrique? Alors, on peut mesurer le champ électrique. Pour reprendre le même type de procédure que vous donnez là, vous pouvez mettre une charge électrique, et puis vous regardez, vous la laissez tomber. Par exemple, vous mettez un condensateur, vous mettez 2 plaques de métal, une chargée positivement, une chargée négativement, voilà. Puis vous mettez une charge ici, une charge positive, elle va être accélérée. Donc ça va créer un champ électrique là-dedans. La charge va être accélérée, exactement comme une masse dans le champ gravitationnel. Donc, vous mesurez le champ électrique par la force exercée sur une charge, en fait, tout simplement. De même que vous mesurez le champ gravitationnel par une force exercée sur une masse. Ah oui, On sait plus ou moins que là, ça va être 9,81. Et pour le champ électrique, ce sera quoi? Ah, alors, le champ électrique, il n'y a pas... Le champ électrique est... Alors... En fait, j'allais dire, il n'y a pas de champ électrique. En fait, la Terre étant neutre, il n'y a pas de champ électrique. Mais, en réalité, vous savez qu'il y a des champs électriques. Vous avez déjà vu la foudre, j'imagine. Et donc, de temps en temps, il y a des décharges monstrueuses entre les nuages chargés et la Terre chargée. Donc, en fait, vous avez quand même un champ électrique, mais qui varie en fonction de la météo, je dirais. Donc, j'aurais tort de dire qu'il n'y a pas de champ électrique du tout, mais il varie, et il peut varier dans des proportions gigantesques, de 0 à des milliers de volts par mètre. Mais voilà. Mais donc ça dépend vraiment des conditions météorologiques. En période orageuse, vous avez des champs électriques qui peuvent être si grands qu'ils finissent par faire claquer le vide. Enfin, pas le vide, l'air, pardon. C'est-à-dire que le champ électrique peut être suffisamment grand. Donc un champ électrique, ça induit une force. J'ai oublié d'écrire la force électrique. Enfin, si j'ai écrit la force électrostatique, il manque une partie de la force. J'ai écrit que la force subie par une charge Q dans un champ E, c'est Q fois E. J'ai écrit ça tout à l'heure. Et s'il y a un champ magnétique, en fait, c'est aussi... Voilà la force complète subie par une charge dans un champ électromagnétique. Donc il y a une partie électrique et une partie magnétique, et qui est très étrangement est proportionnelle à la vitesse de la particule. Alors très étrangement à première vue, mais en fait, après on comprend très bien pourquoi. Mais donc voilà la force globale. J'y reviendrai après. Qu'est-ce qu'on disait? Pardon, c'était... Oui, ah oui, c'est ça. Donc, si vous avez un champ électrique très intense, ça va induire une force très intense sur les charges, et ça peut aller jusqu'à être capable d'arracher les électrons des atomes. Donc vous allez ioniser un atome qui est neutre, qui a autant de charges positives dans son noyau que de charges négatives dans son cortège électronique, on va dire. Vous pouvez donc arracher un électron. Cet électron
arraché, va être accéléré par le champ électrique, parce que juste un champ électrique, ça crée une force pour une charge. La charge va être accélérée, elle va pouvoir taper dans un autre atome et lui arracher un nouvel électron, peut-être même deux. Et puis ces nouveaux électrons vont être aussi accélérés, puisqu'il y a le champ électrique, qui vont en arracher d'autres, etc. Et vous allez vous retrouver avec des électrons libres, libérés de leur noyau, qui vont donc faire exactement comme dans un fil électrique. Vous avez un champ électrique, vous avez des électrons libres de se déplacer. Bah, si vous mettez un champ électrique, c'est-à-dire vous mettez une pile, les électrons se déplacent. Bah, ça va se faire pareil dans l'atmosphère. Et vous allez avoir cette cascade électronique, vous allez avoir un courant électrique qui va aller des nuages jusqu'au sol, ou l'inverse plus rarement. Ça dépend de la polarité, justement de la direction du champ. Et vous allez avoir ce courant électrique gigantesque qui après va chauffer, va dilater l'air, ça va vous faire une onde de choc, c'est ça que vous entendez, le tonnerre, là, parce que d'un seul coup, vous avez un énorme dépôt d'énergie dans un canal comme ça. Et le tonnerre, c'est le bruit, c'est le mur du son, quoi. Vous avez un chauffage local gigantesque qui fait une expansion de l'air. Évidemment, si vous chauffez l'air, ça s'expand, mais si vous faites ça de façon très brève, avec un énorme dépôt d'énergie par effet Joule, par frottement des électrons, on va dire, sur l'air, enfin, qui perdent de l'énergie au passage, vous allez injecter énormément d'énergie qui va faire une dilatation du canal d'air très rapide, plus vite que la vitesse du son, et donc ça va vous faire un bang comme quand vous avez un avion supersonique. Vous allez avoir des ondes de choc, le tonnerre. Je ne vais pas vous l'imiter, mais voilà. Donc, bref. Donc oui, il y a du champ électrique variable et parfois très important au voisinage terrestre. Le champ magnétique, donc il y a le champ magnétique créé par la Terre elle-même. Donc il y a des mouvements de convection, on fait des courants électriques dans le cœur de la Terre. Alors je ne suis pas très fort en géologie, hein, mais grosso modo, il y a des effets dynamo dans le mouvement au cœur de la Terre qui créent un champ magnétique avec des lignes de champ autour de la Terre. Enfin, on inverse. Oui, c'est ça. Avec une certaine configuration de champ. Alors, l'intensité du champ magnétique terrestre est... Ça se mesure en Tesla. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Tesla, à part des voitures de M. Musk, mais c'est grosso modo 2,5 10-5 Tesla. C'est l'unité du système international. Le Tesla mesure les champs magnétiques. Enfin bon, peu importe. Enfin, l'échelle de... L'échelle, un truc comme ça qui permet de mesurer des champs magnétiques. Ça ne me dit rien. Alors on mesure les champs magnétiques souvent par ce qu'on appelle des sondes à effet Hall. L'effet Hall, c'est quand vous faites passer un courant... C'est un truc intéressant, l'effet Hall. Voilà, disons, un fil électrique ou un conducteur. Et vous avez des charges qui se déplacent. Par exemple, des électrons qui se déplacent. Voilà. Donc vous avez un courant, quoi. Si vous avez un champ B, mettons un champ B, on va dire qui vient par là, vous avez donc une force, toujours pareil, on mesure le champ indirectement, éventuellement, mais le fond du problème, c'est qu'un champ induit un mouvement, enfin, crée une force sur les charges et on mesure cette charge. Alors, cette force. C'est pas facile de le faire à l'échelle de l'électron, mais justement, il y a une astuce qui utilise l'effet Hall. Hall comme ça. C'est Monsieur Hall. Vous avez une charge qui se déplace, donc elle a une certaine vitesse, elle a une certaine charge, et ça, c'est le produit vectoriel avec le champ B. Bref, ça crée une force. Alors, dans quel sens QV vectoriel B comme ça oui. Bon, ça va dévier les électrons vers le haut, en fait. Donc, vous allez avoir une accumulation de charges négatives vers le haut,
par déplétion, vous avez une accumulation de charges positives en haut, c'est-à-dire un déficit d'électrons. Et donc ça va faire un champ électrique transverse du plus vers le moins, comme ça. Donc si vous faites passer un courant dans un champ magnétique, ça va faire apparaître un champ électrique entre un côté et l'autre du fil ou de la plaque, etc. Et si vous mesurez la tension, en fait, ça va se développer jusqu'à ce que la force électrique qui pousse les électrons vers le bas compense la force magnétique qui les fait dévier vers le haut. Donc à un moment, vous êtes en régime établi, les électrons vont tout droit, tout va bien, et vous pouvez mesurer la différence de potentiel entre ce côté-là, qui est chargé plus, et ce côté-là, qui est chargé moins. Et donc vous mesurez la tension avec un voltmètre, quoi, et vous en déduisez la valeur du champ magnétique, par exemple. C'est une technique assez facile d'emploi et qui est très pratique pour mesurer un champ magnétique. Bon, comme toujours, toutes les grandeurs physiques sont associées à une technique, une méthode de mesure, puisque les grandeurs physiques sont introduites par leurs effets physiques, évidemment. Et donc, de même que la masse est définie par son effet sur le plateau d'une balance, comme on avait vu. Enfin, donc vous avez forcément une procédure de mesure associée à la définition d'une grandeur physique, puisque vous introduisez une grandeur physique parce que vous envoyez des effets. Et donc ces effets vous donnent accès à la dite grandeur. Donc, voilà. Donc pour le champ électrique, effectivement, on peut mesurer des forces sur des charges, champ magnétique aussi, enfin ça revient à ça. Et donc la force sous-jacente, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, il va falloir qu'on... oui, on a encore peut-être un tout petit peu de temps. Alors, donc comment on sait que les ondes électromagnétiques, c'est la lumière? Donc je vous ai dit, la vitesse coïncide. Alors après, on comprend, in fine, on comprend le processus physiologique associé à ça, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques ne sont pas n'importe quelle onde, sont des ondes de champ électrique et de champ magnétique, qui donc oscillent, c'est-à-dire que l'équation la plus simple de cette équation-là, qui encore une fois est contenue dans les équations de Maxwell, c'est... Alors, je vais peut-être vous représenter la structure de ces ondes électromagnétiques, parce que ce n'est pas inintéressant. C'est simplement une onde sinusoïdale avec une certaine période, lambda, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc ça, c'est à un instant donné, voilà comment ça se passe. Et maintenant, si vous regardez en un point donné, vous pouvez voir au cours du temps comment le champ varie. Le champ dans une certaine direction. Donc si je représente maintenant en fonction du temps, en un point donné, donc je prends par exemple ce point-là, voilà. Donc mettons à l'instant 0, donc ça c'est pas de champ. Alors, donc le champ, je représente par exemple le champ électrique. Voilà, donc en chaque point, il y a une certaine valeur du champ qui est dirigée là vers le haut, puis là qui est dirigée vers le bas, très bien. Alors ça, c'est important de voir que... Donc ça, je représente le champ à un instant donné dans l'espace. Donc le champ a le champ électrique, on va dire. Le champ électrique a une certaine direction. Et suivant où vous êtes, il est soit vers le haut, beaucoup, moins en moins, vers le bas, plus en plus, moins en moins, etc. Donc il oscille comme ça. Enfin, c'est une des solutions possibles du champ, c'est la solution, on va dire, prototypique de cette équation d'onde. Maintenant, si vous regardez à un endroit donné, par exemple ici, donc là, si ça c'était à l'instant 0, donc je me mets à l'instant 0, le champ il était vers le bas comme ça. Et puis si j'attends, mettons que l'onde se propage par là, donc le champ il va commencer par décroître là, puisque ça se propage comme ça, donc à partir de là il va décroître
si vous voulez, ça va se déplacer comme ça, quoi. La crête, enfin, l'ensemble du pattern va se déplacer vers la droite à la vitesse c. Donc lui, là, il va commencer par décroître pendant un moment, puis après, il va recroître quand cette partie va arriver. Donc en fait, ça va faire comme ça. Et donc vous avez, c'est pareil, ça va être périodique, ça aussi, périodiquement. Ça, c'est un sinus ou un cosinus, comme vous voulez, c'est pareil. Et donc vous avez une certaine période temporelle, t, qui est l'inverse de la fréquence, qu'on appelle la fréquence, qui se mesure en secondes, voilà. Donc en un point donné, le champ oscille, il est vers le bas de moins en moins, et puis vers le haut de plus en plus, puis de moins en moins, etc. Donc en chaque point, le champ oscille. À un instant donné, le champ oscille dans l'espace, et en fait, tout ça évolue, se propage, alors dans une direction ou dans une autre, enfin, alors, ok, se propage à la vitesse c, toujours, quoi qu'il arrive. Et il y a une caractéristique des ondes électromagnétiques dans le vide, qui est liée très directement à cette équation, et celle-là égale 0 si on est dans le vide, s'il n'y a pas de charge, qui fait que les ondes électromagnétiques sont des ondes qu'on appelle transverses. On fait beaucoup plus de physique que je ne l'aurais imaginé, mais c'est très bien. Je pense que vous m'arrêtez si c'est trop complexe ou trop ennuyeux, mais transverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orientation du champ électrique, et du champ magnétique aussi d'ailleurs, est toujours orthogonale à la direction de propagation. C'est-à-dire que si la lumière se propage par là, le champ il se trouve dans un plan orthogonal. Alors il peut avoir n'importe quelle orientation dans le plan horizontal a priori, mais, dans le plan orthogonal, mais il est dans le plan orthogonal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une composante du champ dans la direction de propagation de la lumière. C'est une caractéristique des ondes électromagnétiques dans le vide, qui est une conséquence directe des équations de Maxwell, c'est-à-dire des équations d'électromagnétisme. Et il y a une autre particularité, c'est que donc d'une part, le champ E est transverse, d'autre part, le champ B est transverse aussi, et en plus, le champ E et le champ B sont orthogonaux entre eux. Donc vous avez, si vous voulez, une direction de propagation, je représente ici par un nombre d'ondes, peu importe. Vous avez par exemple le champ E comme ça, et le champ B orthogonal aussi. Alors toujours dans le même sens, c'est-à-dire avec la même orientation. Est-ce que c'est bien celle-là d'ailleurs? Oui, je crois que c'est ça. Alors, bon, très bien. Donc ça, encore une fois, c'est contenu dans les équations de Maxwell. Mais il n'y a rien, a priori, qui dit quelle doit être l'orientation. De toute façon, toutes les directions se valent autour d'une direction. C'est à nouveau la symétrie de révolution, la symétrie cylindrique autour d'un axe. Donc vous pouvez avoir un champ E comme ça, vous pouvez l'avoir comme ça, vous pouvez l'avoir comme ça. Alors, il y a une propriété très importante et très profonde de cette équation d'onde, c'est qu'elle est linéaire en un sens très clair, c'est que si vous avez un certain champ électrique et magnétique qui vérifie cette équation, et puis si vous avez un autre champ qui vérifie cette équation, c'est-à-dire une autre solution de l'équation d'onde, donc si vous avez donc deux solutions, si vous faites la somme des deux, c'est encore une solution. Puisque cet opérateur est linéaire, si vous l'appliquez à un premier champ E1 et que ça fait 0, et si après vous l'appliquez à un autre champ E2 et que ça fait 0, c'est des solutions de l'équation, si vous l'appliquez au champ E1 plus E2, bah ça fait 0 plus 0, et ça fait encore 0, donc c'est encore une solution. Mais si vous multipliez le champ E1 par 27, bah, c'est encore une solution. Et si vous faites 27 E1 plus ou moins 42 E2, c'est encore une solution. Vous faites toutes les combinaisons, on dit linéaires, des champs. Si un champ est solution,
enfin, si deux champs sont solutions, toutes leurs combinaisons linéaires sont solutions. Et donc, toutes les combinaisons linéaires de toutes les solutions possibles sont encore des solutions possibles. J'attire votre attention sur le fait que cette seule et simple équation est vérifiée par toutes les ondes électromagnétiques possibles et imaginables. C'est-à-dire que cette équation est simple, elle a un nombre de solutions absolument gigantesque, évidemment infini, continuellement infini. Toutes les configurations de champs électromagnétiques dans l'espace-temps, dans le vide, obéissent à cette équation. Donc il y a une somme absolument... toutes les configurations ne sont pas solutions, mais il y a énormément de solutions possibles et vous pouvez les combiner comme vous voulez. Donc il est toujours possible, quand vous avez une certaine combinaison, une certaine configuration de champ électromagnétique quelque part, vous pouvez toujours la décomposer, en fait, ça c'est un théorème de Fourier, vous pouvez toujours la décomposer en ondes simples comme ça, qui sont des ondes qu'on appelle des ondes planes, c'est-à-dire, peu importe, qui sont des ondes sinusoïdales comme ça, avec une longueur d'onde donnée et une fréquence donnée. La fréquence est liée à la longueur d'onde par le fait que l'onde se déplace à la vitesse c. Donc, évidemment, si vous êtes en un point, donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes, et la fréquence, c'est le temps qu'il va falloir, une fois que la crête est passée, pour que la suivante arrive. Donc, évidemment, ça dépend directement de la vitesse à laquelle ça se propage. Donc, le lien entre longueur d'onde et fréquence, c'est la vitesse. Ça s'écrit, je ne sais pas, la longueur d'onde, c'est... Enfin, si vous voulez, la longueur d'onde fois la fréquence, c'est la vitesse de la lumière. Donc, parler de longueur d'onde ou de fréquence d'une onde, c'est exactement pareil, dès lors que la vitesse est connue, et c'est le cas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que n'importe quelle configuration, vous pouvez la décomposer en ondes simples comme ça, avec une longueur d'onde donnée, ou une fréquence donnée, c'est pareil. Et vous voyez que vous pouvez aussi superposer des ondes de différentes longueurs d'onde. Parce que si ça, c'est une solution de l'équation d'onde, et que j'en prends une avec une fréquence double, ça, c'est aussi une solution. Enfin, je ne le fais pas très bien, mais voilà. Ça, c'est aussi une solution. Puis d'ailleurs, je pourrais prendre en fait celle-là fois 2. Voilà. Ça, c'est aussi une solution. Et donc, la somme des deux, c'est aussi une solution. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce que c'est la lumière blanche ? C'est une combinaison d'ondes de longueurs d'onde différentes. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que à chaque fréquence ou longueur d'onde particulière correspond une couleur particulière. L'inverse n'est pas vrai. À chaque couleur ne correspond pas forcément une seule longueur d'onde, parce que dans une couleur donnée, vous avez en fait des combinaisons de plusieurs longueurs d'onde. Même pas uniquement. C'est qu'en fait, l'œil n'est pas capable d'identifier les longueurs d'onde individuelles. Il combine les longueurs d'onde avec 3 récepteurs particuliers. Donc il fait un espèce de mélange, voilà, et ça donne des impressions de couleurs. Donc chaque longueur d'onde donnée va être processée par l'œil pour donner et le cerveau et la conscience pour donner une impression d'une certaine couleur, mais une certaine couleur en général correspond à un contenu de longueur d'onde très, très divers. Mais peu importe. Donc il y a un lien entre les longueurs d'onde et la couleur, et ce qu'on appelle lumière blanche, c'est une combinaison particulière des longueurs d'onde, d'ondes de longueurs d'onde différentes, qui sont distribuées dans ce qu'on appelle un spectre. Spectre lumineux, on en parlera une autre fois, surtout si on fait un peu d'astrophysique, ce sera absolument capital. Vous pouvez représenter l'intensité de l'onde en fonction de la longueur d'onde. Là, vous avez vu, j'ai mis l'onde en blanc avec une certaine amplitude, et puis j'ai mis l'onde en vert avec une amplitude double, par exemple. Donc, donc la longueur d'onde verte, elle est 2 fois plus petite que la longueur d'onde blanche. Donc là, il y avait le vert, et puis là, il y avait le blanc. Je vais vous en faire aussi une bleue avec une longueur d'onde plus grande et puis une amplitude plus petite, par exemple. Donc je vais faire même une longueur d'onde double et une plus petite amplitude. Voilà.
Voilà une autre onde. Okay. Si je fais la somme de toutes ces ondes, ça reste une onde qui est parfaitement en solution de l'équation, donc voilà, ça marche. Et donc voilà la longueur d'onde double de la blanche, donc je suis là. Voilà. Donc là, j'ai une petite amplitude. La blanche, j'ai une amplitude quelque part intermédiaire, et la verte, j'ai une amplitude plus grande. Donc voilà le spectre lumineux. Donc j'ai 0 pour les autres longueurs d'onde, pour les autres longueurs d'onde. Là, j'ai une certaine hauteur, là, j'ai une certaine hauteur, puis une certaine hauteur. Donc voilà un spectre discret où j'ai seulement 3 longueurs d'onde, avec leurs proportions respectives. Dans le cas de la lumière du soleil, qu'on perçoit comme blanche, dans le cas de la lumière du soleil, si on représente l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, on a quelque chose comme ça, avec dans les longueurs d'onde très faibles, qui sont l'ultraviolet, très très peu d'intensité. Dans les longueurs d'onde très grandes, qui sont du côté de l'infrarouge et des ondes radio, n'en parlons plus, pas encore plus faibles. Et puis, vous avez un maximum, les longueurs d'onde les plus présentes sont situées autour du jaune, et le visible est quelque part par là. On est sensible entre le violet et le rouge. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. En deçà du violet, c'est l'ultraviolet. Et le soleil est maximum autour du jaune dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel, là pour le coup, ce sont des longueurs d'onde pures. À chaque direction dans l'arc-en-ciel, donc à chaque couleur de l'arc-en-ciel, correspond une fréquence bien particulière. Et il y a tout un spectre, donc il y a une répartition de l'intensité lumineuse en fonction des différentes fréquences qui traduisent donc la décomposition de la lumière, c'est-à-dire de l'onde électromagnétique qui est ce qu'elle est, en onde simple, comme ça. C'est un découpage parmi d'autres. Mais il se trouve que c'est un découpage alors, mathématiquement utile, parce que c'est plus facile de manipuler des sinus que de manipuler un truc. Ce qu'a montré Fourier, il faut qu'on s'arrête, ce qu'a montré Fourier qui est extraordinaire, c'est que n'importe quelle, vous avez une fonction comme ça, n'importe quelle fonction comme ça, vous pouvez, alors si, je vais le faire en deux temps, n'importe quelle fonction périodique, donc un truc bizarre, mais après la même chose, puis après la même chose, bref, ok, donc une certaine période qui se répète, enfin bref, oui, voilà. Alors, n'importe quelle fonction périodique peut être écrite comme la somme d'un parfait sinus avec la même fréquence, alors j'ai perdu, donc ça, non, ça y est. Plus un sinus avec la fréquence double et une certaine amplitude, plus un sinus avec la fréquence triple et une certaine amplitude. Alors l'amplitude peut être positive ou négative, peut-être là il faut mettre beaucoup de négatifs avec la fréquence triple, etc. On peut décomposer n'importe quel signal périodique en signaux simples sinusoïdaux. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle les harmoniques en musique. N'importe quel, ce qui vous donne le timbre d'un instrument de musique. La hauteur de la note, ça correspond à la fréquence principale, donc la période de répétition de la même forme, ça vous donne la hauteur. Voilà. Mais le timbre, c'est le contenu, c'est-à-dire que l'onde sonore, c'est pas un bête sinus. Alors si vous faites un bête sinus, ça marche, on l'entend, ça fait un son qui est un peu neutre, il n'y a pas d'harmonique, mais après, si vous ajoutez des harmoniques, si vous ajoutez par exemple un truc de fréquence double, etc., et puis après un truc de fréquence triple avec des amplitudes différentes, ça va vous faire un signal qui a une certaine forme, qui est périodique quand même, donc vous allez entendre la hauteur de la note qui va être la fréquence principale,
Et puis après, son timbre, ça va être justement comment les harmoniques supérieures ont déformé le signal en question. Donc ça, c'est vrai pour un signal périodique. On peut toujours le décomposer comme une somme de signaux sinusoïdaux, tout bête, simple à décrire, simple à analyser, qui sont des solutions évidentes de l'équation d'onde. Et vous les superposez comme vous voulez. Et même quand le signal n'est pas périodique, alors vous pouvez quand même, c'est la deuxième partie de Fourier, donc un signal non périodique, quel qu'il soit, donc n'importe quel signal, vous pouvez le décomposer comme une somme de sinusoïdes, comme ça, mais pas juste avec une certaine fréquence, puis le double, puis le triple, puis le quadruple, etc., mais avec toutes les fréquences possibles. Vous faites le spectre complet, exactement comme pour le Soleil. Donc, si vous... Ah, bonjour. Ah, ok, merci. Désolé. Bon, eh ben, on va s'arrêter. Qu'est-ce que je... Ouais, alors, on aura beaucoup de choses à dire encore. Il y a ce C là, qui est la vitesse de la lumière. Et ce que vous voyez, je vous fais le teaser tout de suite, c'est que ce C sort des équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, elles sont écrites dans un certain référentiel, et pourtant la vitesse C est la même dans tous les référentiels. Et là, il y a un problème. Mais on verra la prochaine fois. Bon, désolé. Mais la semaine dernière, il n'y avait pas de cours après, non? Ou alors on a fini plus tôt? Désolé. On termine. Enfin, c'est terminé d'ailleurs. Vous pouvez entrer. Hein. Je vais vous effacer pour me faire pardonner.